Donc, bienvenue sur Design Happy Hour, le podcast du UX Curation. Donc, aujourd'hui, on est là avec Jonathan Laradé. Donc, il teste les produits Google avant que tout le monde. Et aussi, il imagine les interfaces des futurs véhicules. Donc, c'est hyper intéressant. Je suis également accompagnée d'Alexandre Koch, qui est directeur design chez Digilytics. Bonjour. Donc voilà, on va parler de plein de choses, du AI, des IA, des no-code. Mais bon, avant de commencer tout ça, Jonathan, raconte-nous un petit peu plus de toi. Qui es-tu? Qui je suis? Déjà, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. De toute façon, on se connaît déjà depuis un bon moment. Donc, vous retrouver aujourd'hui, c'est plutôt cool. Et alors, qui je suis? Moi, je suis du coup designer d'interface. Ça fait maintenant un peu plus de 13 ans. J'ai commencé par du graphisme print comme pas mal, et après j'ai un penchant très geek. J'ai toujours démonté les ordinateurs, bidouillé, essayer de savoir comment étaient faits les trucs, et je suis tombé naturellement un peu sur tout ce qui était technologie, à faire des interfaces, à me retrouver du coup à dessiner des logiciels, des applications, et aujourd'hui du coup je travaille pour Renault, et dans ma carrière du coup de ces dernières années j'ai switché sur tout ce qui était design system du coup. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a attiré vers le monde du design pour vraiment commencer à orienter ta carrière vers ça? De manière globale, sur le monde du design, pas forcément. En fait, déjà depuis tout petit, je recopiais les dessins qu'il y avait dans le journal de Mickey. Alors, je sais que ça fait un peu tâche, mais je le dis fièrement. J'étais abonné au journal de Mickey jusqu'à mes 16 ans. C'est comme ça que c'est ce que t'appelles le print, en fait, c'est ça. Voilà, je recopiais les dessins et puis en cours, je passais plus de temps à dessiner qu'autre chose. Hein. Donc, c'est un peu naturellement que je me retrouve dans une filière entre guillemets artistique. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans, quoi. Okay. Je précise qu'on connaît Jonathan effectivement parce que Catalina et moi qui sommes de Digilytics avons travaillé à l'époque où moi j'étais interne chez Servier avec Jonathan. Et effectivement, on avait été attirés par ses talents du AI et on sentait qu'il y avait une petite expérience en print ou une petite fibre de DA parce que c'est vrai que t'as toujours un côté très, très créatif. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, passons à quelque chose un petit peu plus actuel. Donc, maintenant, chez Renault, donc, raconte-nous un petit peu plus, quel est ton rôle, peut-être tu vas pas tout pouvoir nous dire parce qu'il y a des petits secrets. Mais, on serait hyper intéressé de savoir ce que tu peux nous raconter. Effectivement, il y a des secrets industriels, donc je pourrais pas tout vous dire, mais les trucs sont vraiment cool. Alors en fait, à la base, je suis pas quelqu'un qui suis passionné d'automobile, comme certains peuvent l'être. Je suis plutôt intéressé par les interfaces. Et c'est vrai qu'il arrive un moment où, comme pas mal, j'ai un peu remis en question ce que je faisais. Et après quand même pas mal d'années à dessiner des interfaces sur des sites web, sur des écrans, sur de la 2D, sur des applications mobiles, j'avais un peu envie de voir autre chose. Il s'avère que je connaissais quelques personnes chez Renault qui m'ont proposé des trucs et c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Et effectivement, c'est complètement différent de designer des interfaces pour des véhicules parce que, comme vous en doutez, on n'utilise pas un écran de la même façon qu'on soit assis dans une rame de métro ou quand on est à 130 sur la voie de gauche. Donc c'est plein de questions qui sont super intéressantes pour les utilisateurs. C'est tout un monde complet aussi, un monde de passionnés qui s'englobent là-dedans. Et puis, je suis chez Renault depuis aux environs de septembre dernier, début septembre. Et non, vraiment, j'ai été accueilli super bien. Et puis, c'est un monde ultra passionnant, quoi. Et encore plus avec les défis qu'on a aujourd'hui, l'électrification, les problèmes de mobilité qu'on a aujourd'hui. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de super important. Et alors, du coup, moi, chez eux, je suis en charge du design system pour la partie on-board, puisque faut bien dissocier la partie off-board, qui sont gérées par certaines équipes, et la partie on-board. Donc, on-board, c'est tout ce que vous voyez dans les véhicules, sur les écrans qui sont disponibles dans les véhicules. Et aujourd'hui, on assiste, vous l'avez vu depuis quelques années déjà avec Tesla, on a de moins en moins en fait un véhicule avec un peu d'électronique. Aujourd'hui, on a plus des ordinateurs avec des roues. C'est aussi ça qui m'a intéressé. Toujours ce côté un peu geek. Je voulais savoir comment c'était fait. Et du coup, la partie design system est super intéressante parce que les clients veulent retrouver la patte qu'on retrouve chez Renault. Ils achètent aussi beaucoup un véhicule pour l'infotainment qu'on a dedans. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à inventer.
comme je le disais, des règles d'accessibilité complètement différentes et des usages complètement différents, quoi. Ok. C'est bien, ça va continuer notre série sur les design systems après le podcast avec Xavier. Ah, ouais. Oui. D'ailleurs, merci encore Complètement. Xavier d'être passé si tu nous entends. Tu t'as dit tout à l'heure qu'on ne design pas une interface pour quand on roule à 130 km/h comme une Non. interface d'Apple Watch, j'imagine. C'est quoi les spécificités justement de ce genre d'interface? Est-ce que j'imagine que tous les boutons doivent être plus gros ou je sais pas? Alors, il y a un peu de ça. Alors, c'est un subtil mélange parce que il y a des règles européennes. Je sais qu'en web, on était fixé avec les règles du W3C, des normes d'accessibilité qu'on suivait, certains plus ou moins, des règles qui ont été mises en place par l'Union européenne. Il faut savoir qu'il en existe aussi en automobile, notamment sur des règles de contraste, sur des règles même des couleurs d'icônes. Hein, typiquement, le plein phare, c'est pas pour rien qu'il est d'un certain bleu dans tous les véhicules, que les clignotants sont toujours orange. D'ailleurs, j'ai vu, je crois hier, une news comme quoi Mercedes a été autorisée à utiliser la couleur bleu ciel pour signifier aux utilisateurs extérieurs que le véhicule est en train de rouler justement en capacité autonome. Donc c'est des trucs qui sont extrêmement normés. Et effectivement, typiquement la taille des caractères, la façon dont ça interagit avec, il y a beaucoup de règles. Et aussi un truc que j'avais absolument pas pensé. Quand tu es en train de consulter ton écran de smartphone, tu es assis dans ton jardin ou sur ta terrasse, tu as un reflet, tu tournes ton écran basiquement. Quand quelqu'un est en train de conduire et que tu as la lumière traversant dans la fenêtre et qu'il vient taper sur l'écran, il faut faire en sorte que les éléments de sécurité de base du véhicule soient toujours là, soient toujours visibles, de la même manière que voilà, les règles en plus de ça imposent qu'aujourd'hui on doit signifier à l'utilisateur quand il dépasse une certaine limitation de vitesse, la lecture des panneaux, ce genre de choses. Donc il y a plein de normes. Et voilà. Franchement, c'est assez cool. Comment t'as appris tout ça? Parce que donc tu viens du design web, mobile. Je crois que t'as fait un peu d'Apple Watch aussi. Ouais, un petit peu. Comment tu t'es formé sur les écrans de véhicules? Parce que c'est assez spécifique au final, ma l'impression. Un peu à la dure. Je suis arrivé, j'ai fait, mais ça, c'est écrit vachement gros. On pourrait faire un truc vachement plus subtil en l'écrivant un peu plus petit. Et ça, on pourrait mettre ça là, puis on pourrait mettre en animation. Elle m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, un peu à la dure. Après, il n'y a pas de manuel qui existe. Il faut savoir que nous, du coup, chez Renault, on a un partenariat avec Google. Donc du coup, on a aussi, alors j'appelle ça des contraintes, mais c'est plus des requirements de Google qui nous disent, voilà, on utilise un autre système, vous devez faire attention à telle règle d'accessibilité aussi. De la même manière que les écrans dans les véhicules sont pas faits de la même manière que les écrans de smartphone. Donc il n'y a pas de plugin sur Figma Community pour essayer de trouver, pour checker les contrastes. À moi de le créer potentiellement, mais il y a plusieurs types d'écrans, il y a ce genre de choses, donc il y a tout ça qui existe. Non, c'est des choses que tu apprends un peu sur le tas, puis tu le vois, hein, tu testes. Hein, nous, on a la chance de pouvoir tester aussi des prototypes, de faire des tests de maquettes, et quand on les roule, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait typiquement sur un Apple Watch, quoi. Du coup, comment vous faites ça? Est-ce que vous avez une voiture avec Figma Mirror intégrée ou comment vous faites? Alors là, on rentre dans les secrets industriels, mais aujourd'hui, on arrive à faire des trucs. On a des équipes qui sont ultra talentueuses. On arrive à faire des trucs qui sont vraiment cool et ouais, on peut tester pas mal de choses. Ok. Et du coup, les tests utilisateurs, ça se passe comment? Donc, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais est-ce que vous les faites rouler avec un proto d'interface ou des choses comme ça? Parce que j'imagine qu'un test statique, ça perd un peu de son intérêt par rapport à ce que tu décris. Ouais, effectivement. Alors, il y a plusieurs types de tests. T'as des tests effectivement statiques, parce qu'il y a plusieurs usages aussi de tous les écrans qu'il y a dans le véhicule. Encore plus avec les voitures électriques où il y a pas mal d'utilisateurs qui vont passer pas mal de temps assis derrière leur volant alors que la voiture est immobilisée pour la charge. Donc il y a des tests statiques qui se font sur les fonctionnalités justement statiques du véhicule, et tu as les tests effectivement où on embarque la technologie dans un véhicule, dans un prototype, et qu'on fait rouler sur circuit fermé ou des fois sur route ouverte avec tout un tas de capteurs. Et puis on a aussi de plus en plus avec l'arrivée du SDV. Alors le SDV c'est ce qu'on appelle Software Defined Vehicle, si je dis pas de bêtises. Ou comparé à avant, où tu avais un système qui était un peu décorrélé de certaines fonctionnalités du véhicule, de plus en plus, et ça, chez Renault, ça va arriver, c'est dispo déjà depuis quelques années sur certains types de véhicules. De plus en plus de data vont remonter, vont contrôler pas mal de parties du véhicule, donc on récupère aussi pas mal de data, et puis on analyse ça. Et ça nous permet d'avoir typiquement des data sur
combien de temps les personnes vont utiliser le siège chauffant, combien de temps ça va durer, est-ce qu'ils vont le mettre à 100% ou ce genre de choses, quoi. Donc ça nous permet de faire des tests voilà, plus ou moins précis sur pas mal de petits critères. Et j'imagine que l'interface, elle se destine autant aux conducteurs qu'aux passagers, donc vous devez avoir des différents personas aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors je sais que c'est un véhicule Renault coréen qui eux ont carrément intégré un écran pour le passager où il peut lancer du Netflix dessus. Trop bien. Et il a un certain revêtement pour que le conducteur ne puisse pas regarder cet écran-là pour ne pas être justement perturbé par la super série Netflix qu'il y a sur le côté, quoi. Bon, t'arrives quand même à nous dropper quelques infos, donc c'est sympa. Ouais, mais j'essaye de... Et par rapport à vos concurrents, enfin, est-ce que vous arrivez à, encore une fois, je sais pas si tu auras le droit de me répondre, mais est-ce que vous arrivez à faire du benchmark de vos concurrents? C'est pas aussi facile que d'aller sur le site d'un concurrent parce que je pense qu'à mon avis, il faut posséder le véhicule ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant, effectivement. On a des partenariats avec certaines marques parce qu'on sait que tout le monde pas s'espionne, mais vont regarder ce que la concurrence fait. Donc, on a des véhicules qui sont prêtés. On a des véhicules que Renault achète même pour les tester. Et puis, on reste des passionnés, c'est-à-dire que ça nous arrive d'aller faire des week-ends, des tours en concession pour tester un véhicule. Ça nous arrive, ce qui fait que des fois, ça nous amène à tester des trucs, c'est quand même assez cool. Notamment de chez Mercedes, dernièrement, j'ai testé des véritables salons roulants. On fait pas mal de benchmarks comme ça. Le salon de l'auto aussi, ça nous a permis de pas mal regarder ce qui se faisait. Et puis, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, donc tout le monde parle plus ou moins les uns avec les autres. Donc voilà. Et tu as eu l'occasion de travailler sur la R5? Alors moi non, je suis arrivé, la R5 elle était pas encore sortie complètement, il y avait déjà des commandes qui étaient passées. Ouais. La R5 était, je crois, pas encore livrée, donc par contre j'ai vécu de l'intérieur la livraison des premières R5. La R5 elle a un statut un peu particulier chez Renault parce que même avant que je sois chez Renault, c'était quelque chose qui était un peu notoriété publique. Il y a eu ce qu'on appelle la Renaulution pour rattraper toute une nouvelle façon de faire chez Renault pour rattraper aussi le retard par rapport à la concurrence, notamment les marchés chinois. Une nouvelle façon de faire les véhicules, des sorties plus rapides des véhicules, des choses aussi plus pointues sur ce que voulaient réellement les utilisateurs. Donc la R5, c'est un peu le fer de lance de cette nouvelle façon de faire chez Renault. Donc je l'ai vécu de l'intérieur, notamment l'arrivée dans les rues. Mais c'est un véhicule qui est super. Moi je la vois tous les jours. J'ai pu la tester aussi avant qu'elle roule. C'est un truc super cool à rouler, quoi. J'avoue qu'un point de vue extérieur, je trouve que c'est vraiment une très belle réussite et une très belle sortie de Renault sur ce coup. Ouais, et puis chez Renault. Non, et puis même si je suis quand même un peu plus jeune par rapport à ceux qui ont vraiment une nostalgie avec ce véhicule-là, moi mon premier road trip c'était dans une R5 avec des potes. Ouais. Une R5 qu'on nous avait prêtée, alors avec un starter, parce qu'on n'avait pas appris du tout à l'auto-école, ce qui fait qu'on a bien rigolé le lendemain matin pour la démarrer. Mais du coup, ça rappelle les petits souvenirs et c'est une voiture qui est vraiment vraiment cool, quoi. Ah non, elle passe pas inaperçue et ouais, elle est bien. Non, et puis je vous invite vraiment à la tester, quoi. La plateforme, c'est cool. C'est une voiture qui est très joueuse, qui est assez dynamique. Donc non, je pense qu'elle va faire un carton. Bon, on attend l'invite alors. Et par rapport là, on s'éloigne un petit peu, mais est-ce que tu intègres par exemple des pratiques d'éco-conception, accessibilité? J'imagine, c'est sûr, c'est peut-être pas la même accessibilité qu'on connaît pour les sites web et les applications mobiles, mais t'as quand même, enfin là pour le coup, t'as un gros enjeu d'accessibilité. Mais par exemple, l'éco-conception, est-ce que tu l'appliques d'une certaine façon? Alors l'éco-conception dans le digital, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, puisque en dehors des choses un peu rudimentaires comme éteindre son ordinateur le soir, ou même des serveurs potentiellement qui consomment moins, ou ce genre de choses, je sais typiquement le cas de la R5 a été construite et notamment avec de l'économie circulaire et du recyclage ou ce genre de choses. Je sais que Renault met en place une sorte de transformation un peu de la façon dont ils font les véhicules pour recycler pas mal, qu'il y ait des plastiques biosourcés, ce genre de choses. Après, ça va aussi dans le sens d'un design system, puisque au lieu de passer beaucoup de temps à redévelopper à chaque fois un nouveau système complet, on réutilise des briques qui sont déjà sur étagère, qu'on customise, ou justement qu'on fait passer des composants qu'on réutilise, qu'on skin un petit peu. Donc on repart pas de zéro à chaque fois, donc fatalement on met moins de temps à développer aussi tout ça, donc on consomme aussi un peu moins d'énergie. Donc il y a toute une volonté, en tout cas chez Renault, de
de mettre en place de l'éco-conception, quoi. Mais après, d'un point de vue purement digital, c'est toujours un peu plus compliqué. On travaille sur des écrans tous les jours. Donc, hormis les bonnes pratiques qu'on retrouve partout, moi, à mon échelle, malheureusement, je peux pas faire grand-chose de plus, quoi. Ouais, ok, très bien. Et côté accessibilité, est-ce que vous voyez sur des référentiels ou c'est plus par rapport à, bon, on va dire l'accessibilité vraiment de voir que la personne puisse lire rapidement les informations? Bah, comme je te disais, il y a des normes qui existent, des normes plutôt européennes, des normes ISO. Après, on a plein de, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom. C'est pas des, non, c'est pas des UX, ce sont des Q&A. Non, bref, on a plein de gens qui s'occupent de faire en sorte que ça soit accessible, qu'on utilise les bons contrastes, autant de nuit comme de jour, parce qu'il faut savoir que les véhicules aussi, quand on passe dans un tunnel ou quand on utilise la nuit, il faut pas que ça éblouisse trop l'utilisateur. De plus en plus, il y a les retours haptiques aussi sur les véhicules, pour faire en sorte que l'utilisateur quitte moins la route des yeux. Et puis, quand on parle d'expérience embarquée dans un véhicule, t'as toutes les notions aussi, et ça c'est un truc cool quand on travaille dans des véhicules qu'on n'a pas sur smartphone. T'as l'ambiance sonore que tu peux aussi avoir, t'as toute, on va dire, une expérience un peu plus enveloppante, pardon, où tu peux travailler aussi sur les matières, le feedback, les retours haptiques, la sonorisation des éléments, ce genre de choses, quoi. Donc en termes d'accessibilité, voilà, il y a ça, des caractères aussi, des caractères qui sont travaillés pour être lisibles quoi qu'il arrive. Voilà, on a plein de normes et en tous les cas on les utilise et on a aussi, et ça c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est des fois sur un site web, bah, ça nous arrivait de se planter et d'avoir une grille de caractères qui était pas lisible, on avait des retours utilisateurs, on la mettait à jour. Sur un véhicule, ça peut pas se passer parce que potentiellement tu peux avoir des conséquences désastreuses, voire même vitales. Donc les véhicules sont vraiment double-checkés, triple-checkés, quadruple-checkés avant la sortie, avec des personnes qui testent tout ça et des personnes qui viennent de tous bords, hein, des ingénieurs, des gens dans les bureaux, des designers, voilà, pour éviter d'avoir aussi des biais. Ouais, au final, le sujet d'accessibilité, il est presque en avance par rapport au web. En fait, il est plus normé, hein, il est plus réglementé. En fait. Ouais, on est très très réglementé. On est très 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 réglementé. Ok. Et de toute façon, il y a une, alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais chaque véhicule avant d'être mis sur le marché doit passer justement des normes et des règles. Et ils sont checkés, même les OS, voilà, tout est checké, triple checké avant que ça soit mis sur la route, quoi. Ok. Et en parlant d'OS, d'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que Apple Car pour vous, est-ce que c'est une opportunité, c'est une menace? Est-ce que vous préférez finalement que l'utilisateur reste plus longtemps sur l'interface Renault, ou est-ce que c'est une opportunité pour vous d'intégrer des systèmes comme ça? Chez Renault, je vais pas pouvoir dire parce que je suis pas réellement au courant de ça. En revanche, je sais que avec ce qu'on travaille chez Google ou ce genre de choses, on a de plus en plus effectivement des petits éléments graphiques qui viennent directement du constructeur de l'OS. De ce que je sais, de ce que j'ai compris des utilisateurs aussi, avoir quelque chose qui ressemble en tout point par leur téléphone, c'est pas réellement ce qu'ils veulent. Par contre, avoir une expérience qui se rapproche de ce qu'ils ont dans leur téléphone pour éviter aussi pour casser un peu cette barrière que tu peux avoir et avoir aussi on va dire une continuité dans ta navigation et ton expérience aussi en dehors de ton véhicule. On fait en sorte de mettre en place des choses qui viennent des OS. C'est quelqu'un qui sera sur Android ne sera pas perdu en utilisant un système qui tourne sur Google Automotive, enfin Android Automotive en tous les cas. Mais on voit pas ça réellement comme une menace parce que de toute façon, de la même façon que Google, quand ils sont arrivés, ils connaissaient rien à l'automobile. Ils se sont maqués avec des constructeurs. Les constructeurs leur apportent beaucoup, comme ils nous apportent aussi beaucoup. Donc c'est un peu un deal. Je pense qu'Apple devra faire un peu la même solution parce que pour le moment ils n'ont pas d'expérience en automobile. Oui. Et donc voilà, c'est pas du tout les mêmes façons d'utiliser en tous les cas un OS de téléphone qu'un OS de voiture. Ils pourront pas arriver en mettant juste leur surcouche à eux et voilà quoi. Il y a des dialogues qui se font en tous les cas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont un peu à la bourre. Je pense qu'ils avaient pas un peu préparé et vu tout ce que ça impliquait. Parce que les normes sont quand même beaucoup plus violentes qu'on peut le penser. C'est ce qu'on voit. Ouais. Ok. Bon, on peut peut-être passer au sujet suivant. Donc, on va parler plutôt des IA et no code. Donc, en parlant des IA, comment tu l'intègres dans ton jour à jour? Est-ce que tu utilises un outil particulier ou comment tu fais? Alors,
dans mes expériences précédentes, c'est vrai que j'avais un peu plus, je faisais un peu plus de direction artistique et de création purement UI. Donc j'utilisais l'IA aussi beaucoup et on en avait déjà parlé pour faire de la recherche, un peu de texture, de couleur, de forme et même d'ambiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un design system, en fait, je m'en sers plus comme un assistant plus. On perd pas mal de temps, notamment dans les architectures complexes, à essayer de faire fonctionner des logiciels ou à essayer de voir comment des règles fonctionnent ou ce genre de choses. Et moi, typiquement, j'ai appris, alors vous connaissez les GPTs chez ChatGPT, chez OpenAI. Moi, j'en ai pris un et je lui ai bombardé toutes les infos que je pouvais trouver, enfin toute la documentation en fait d'Android, basiquement, toute la documentation de Google, l'intégralité de la documentation Figma et pas mal de forums sur Reddit qui parlaient de sujet. Et en fait, plutôt que passer du temps à tester, à utiliser, à chercher des solutions, simplement ce GPTs, en fait, c'est mon super assistant de design system. Quand j'essaie de faire une structure qui est un peu complexe, en prenant en compte les difficultés d'Android, les spécificités d'Android et les spécificités de Figma et aussi les spécificités du matériel design, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec le matériel design de chez Google, j'ai ces super assistants qui est un peu celui qui connaît tout du matériel, tout d'Android, qui m'aide énormément. Et du coup, c'est un gain qui est quand même... j'ai pas à vous l'apprendre, l'IA, c'est un gain de temps qui est absolument monstrueux sur beaucoup de choses. Après, pour être honnête, dans mon quotidien, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui est vachement pointu sur l'orthographe. C'est un super assistant d'orthographe, ça y a pas, et de relecture aussi. Mais non, je l'utilise plus comme un expert technique en fait. C'est un très très bon expert technique. Et vu que j'ai un peu cette double casquette où je mets aussi un peu les mains dans le cambouis des fois, je parle beaucoup avec des développeurs, beaucoup avec des ingénieurs, et c'est vrai que des fois on m'explique des choses, j'ai un peu du mal à les comprendre. Et mon prompt favori, c'est explique-moi ça comme si j'avais 5 ans. Et pour le coup, l'IA est très très forte à faire des explications pour ça. Alors dernièrement, j'ai switché sur Mistral IA. Au début, c'était simplement pour tester, et puis je me suis rendu compte que je le trouvais plus pertinent que ChatGPT. Il me manque les GPTs, mais aussi peut-être un peu par chauvinisme. Je me suis dit bon, on va peut-être rendre à Elon Musk ce qu'est Elon Musk et rester sur Mistral. En fait, si je comprends bien, tu t'es créé ton Jarvis. Ton assistant personnel Jarvis. Exactement, mais ça c'est un rêve de gosse, hein. C'est un rêve d'enfant, hein. Je me souviens à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, le logiciel Dragon, qui était un des premiers précurseurs pour pouvoir donner des commandes vocales à un ordinateur. J'essayais de lui apprendre toutes les commandes vocales que je pouvais parce que je voulais absolument que mon ordinateur réagisse comme Jarvis dans Iron Man. Ça c'était il y a longtemps, ça c'était bien avant les IA tout public. Et aujourd'hui, on est à 2 doigts de pouvoir le faire et c'est super cool. Et on peut même le faire, quoi. C'est clair, maintenant que tu le dis, je pense qu'on va raccrocher. Je vais enfin réaliser ce rêve de gosse, c'est vrai, d'avoir son propre assistant. Je l'avais pas vu comme ça. Les shortcuts sur l'iPhone sont très très bons là-dessus. Et puis après, justement, tu parlais de no-code. Il y a tout ce qui est IFTTT ou Zapier ou ce genre de choses ou d'autres solutions qu'on peut trouver des fois plus ou moins archaïques qui permettent d'aller choper une petite phrase, un petit contexte, pouvoir le transformer, lancer une série d'actions derrière et c'est super pratique, quoi. Ne serait-ce que ça pour l'IA. Je sais que tu es assez avancé sur ces sujets. Je me rappelle, je crois que tu es le premier à m'avoir parlé de Midjourney quand la V1 est sortie. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'outils d'IA qui permettent de faciliter l'accès au code. Je sais que de mémoire, tu as fait un peu de développement aussi. Oui. Et je trouve que ces outils qui facilitent l'accès au code, ils sont vachement à propos sur des profils comme toi qui ont quand même des notions de code sans que ça soit ton métier à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises, est-ce que tu codes toujours avec ce genre d'outils? Est-ce que tu utilises ce genre d'outils pour avoir des petits sujets, ou sur des sujets de dev ou qui permettraient d'accélérer? Je pense à Cursor, par exemple, je sais pas si tu as entendu parler. De nom, non, ça me dirait. Après, je suis très mauvais pour retenir les noms, mais clairement, oui, non, mais j'ai même par fainéantise un petit peu pendant pas mal d'années, en fait, j'ai développé mes propres sites web par moi-même avec une page HTML, du CSS, du JS, des conneries comme ça. Et puis il y a quelques années, il y a Framer qui est arrivé, qui est un outil no-code, qui en plus de ça est pluggable avec Figma et on peut gérer des bases de données, ce genre de choses. Donc c'est un peu plus cher, mais ça permet de pouvoir introduire beaucoup plus de fonctionnalités. Et comme je le disais, je suis un peu feignant d'aller chercher et d'interconnecter justement avec Zapier et FTTT pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool. Et je sais que pendant le confinement, je m'étais beaucoup amusé avec Bravo App, qui est un générateur du coup d'applications, donc iOS et Android. Et pareil, on pouvait le plugger avec des bases de données totalement no-code. On pouvait aller chercher des bases de données sur Airtable, le plugger avec des Figma et générer des applications comme ça un peu à la volée, quoi.
Bravo, donc qui permet de transformer un Figma en code et ça marche en mobile et en web si je dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'en servent pour faire du prototypage, mais en fait du prototypage implémenté. Et Non, complètement. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont complètement dingues aujourd'hui. Hein. et bien justement, on voit de plus en plus de designers qui deviennent des développeurs grâce à ces outils. Donc je pense à des outils comme Lovable aussi, par exemple, Oui. qui permettent d'aller mettre un premier pied dans le dev. Je pense qu'il vaut mieux quand même avoir été développeur avant. Et on voit de plus en plus de développeurs qui font un pas vers le design avec des outils comme Tailwind ou Tailwind UI et Tout à fait, ouais. HTML. Et j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une conversion de ces métiers qui serait accélérée par l'IA. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates toi aussi? Ah, complètement, je le constate et même je l'accueille avec plaisir parce qu'il y a toujours eu un peu ces guerres de clochers entre développeurs et designers. Et ça a toujours porté des conflits qui étaient inutiles et qui a ralenti justement la mise en place de beaucoup de solutions, notamment les design systems ou ce genre de choses. Et le fait que les développeurs s'intéressent de plus en plus grâce à ces outils au design et inversement avec les designers, je pense que ça facilite en tout cas la compréhension générale de chaque métier par rapport à l'autre. Ça permet de comprendre aussi les attentes des autres, de faire tomber certains verrous et clairement d'accélérer les choses, quoi. Ouais, non, c'est clair. Je pense que c'est une vraie tendance quand on Non, arrive. complètement, complètement. Après, je suis un peu mal à l'aise avec ce qu'on voyait pas mal. Enfin, je crois que ça s'est un peu calmé, mais depuis quelques années, on voyait des designers qui arrivaient, qui disaient, je suis designer UX, UI et développeur back-end. Même si je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont très compétents et qui arrivent à tout faire. Pour moi, c'est un peu compliqué d'être bon dans tous les métiers, mais par contre, grâce à ces outils, je suis clairement pour qu'il y ait une sorte de rapprochement et qu'il n'y ait plus ces guerres qu'on travaille tous dans les mêmes tranchées, en fait. Ouais, c'est sûr. Le rapprochement, je le vois moins sur les sujets back-end. Pour moi, ça reste une pilote logique. Mais l'UI est de plus en plus standardisé. Moi, je le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Je sais qu'il y en a qui déplorent un certain manque de créativité, mais je pense qu'il y a plein de choses dans la vie qui passent par des standards et de la normalisation. Donc, je vois pas forcément comme un problème. Et c'est vrai que ça permet à des front développeurs, à des front-end développeurs, en fait, qui sont assez forts en UI, d'aboutir à des interfaces hyper quali. Ouais, complètement, ouais. Et puis même, hein, c'était un peu le postulat aussi du material design quand il est sorti, hein. Pouvoir donner la possibilité à des développeurs qui n'ont pas forcément des qualités de designer ou qui n'ont pas une équipe derrière eux de pouvoir sortir une app qui tient la route d'un point de vue accessibilité, qui tient la route d'un point de vue design, pouvoir la mettre comme ça sur le marché et que voilà, ça fasse ses petits en attendant d'avoir peut-être plus de budget ou quoi que ce soit. Non, je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. Je pense aussi. Ok, merci pour tout ça. Et la dernière partie, avant de commencer les jeux de son, c'est on aimerait savoir un peu plus de ta vie en tant que bêta-testeur de Google. Donc voilà, raconte-nous un peu tout, comment t'es arrivé à savoir que ça existait et aussi qu'est-ce que tu dois faire. Alors là-dessus, je vais pas tout pouvoir vous dire parce que comme vous en doutez, il y a beaucoup de choses qui sont verrouillées sous des gros NDA et puis j'ai pas trop envie de me fâcher avec des grosses boîtes comme ça. On n'a pas les mêmes portefeuilles. On veut pas ça. Voilà. Non, mais ça c'est assez cool en fait. J'ai été invité par des connaissances qui travaillent chez Google justement dans un programme qui me permettait de tester des choses un peu en avance. Et donc moi, comme un fan absolu d'Android et un bon fanboy que je suis, j'ai tout de suite dit oui, et notamment un fan justement de tout ce qui est téléphonie, ce genre de choses. Et c'est une expérience qui est assez cool parce qu'effectivement on reçoit des fonctionnalités ou même des fois du hardware en avance avant même qu'il soit sorti. Donc t'as un peu cette excitation d'avoir en main un truc que personne ne verra avant peut-être 3-4 mois. Des fois d'utiliser des choses alors qu'il y a des articles de spéculation qui tombent dessus. C'est assez drôle aussi. Notamment quand ils se plantent. Après, vraiment la partie qui était la plus intéressante, c'est pouvoir faire de la remontée de données et pouvoir donner mon ressenti aussi à des produits qui pouvaient toucher autant de personnes et surtout travailler avec des équipes qui étaient aussi grosses. Faut savoir que les équipes chez Google, elles sont monstrueuses. L'équipe design notamment qui gère la partie Android, je crois que c'est plusieurs centaines de personnes. Donc voilà, quand faire des remontées de tests, les pousser au bout, donner son avis sur quelque chose qu'on utilise au quotidien, avec tout ce que ça implique et les retours qu'on pouvait avoir, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et non, c'est presque un honneur en fait là-dessus d'avoir pouvoir contribuer à ça, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'opportunité de faire des retours sur des objets dont Oui. on est aussi Non, proche non. comme le smartphone. Ouais, c'est vrai que c'est assez unique. Est-ce que Non, complètement. est-ce que tu as été sélectionné parce que, enfin, je sais pas si on parle de sélection, hein. Est-ce que tu t'es retrouvé là parce que tu es designer ou ça aurait pu être quelqu'un de n'importe quel métier? Alors c'est quelque chose c'est pas que, alors j'ai pas d'informations si c'est quelque chose qui demande un réellement. Après c'est quelque chose où on nous demande ce qu'on fait très clairement. Et moi en tant que designer, je suis arrivé avec la volonté de dire je suis un geek, mais je suis aussi designer de formation que j'utilise tous les jours. Et ça serait intéressant que je puisse aussi faire des retours là-dessus. Et ça a été super bien accueilli. On m'a dit oui, il y a pas de problème effectivement. Donc je sais pas s'ils cherchent réellement que ça, mais en tout cas j'ai pu rendre pas mal de trucs sur de l'UI. Et c'est assez cool quoi. Ok. T'as déjà vu des choses qui ont changé après ton petit retour et tu t'es dit, haha, c'est moi. J'ai pas cette prétention et puis je peux pas réellement savoir en vérité si ça a eu un réel impact. Ce que je sais c'est qu'on n'est pas beaucoup à avoir justement accès à ce genre de choses. En France, on est peut-être moins d'une dizaine, mais et dans le monde, je sais pas, je pense qu'on est peut-être une centaine si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si c'est des réelles retombées, mais en tout cas, j'ai rien vu de vraiment très très percutant où j'ai dit non là les gars, ça serait vraiment chouette qu'on ait ça comme feature et hop, elle est apparue quoi. Au final, on retrouve ça dans beaucoup d'industries, qu'on va se tester un produit à l'avance. Ça existe dans le jeu vidéo, ça existe même dans les marques de yaourt, etc., avec les panels de testeurs. Ouais. Là, c'est vrai que ce qui rend la chose assez spécifique, c'est qu'on touche au sein agréable du smartphone, où il y a une omerta, enfin, il y a énormément de secrets industriels autour de ça, et c'est très médiatisé. Mais c'est ce qui rend la chose plus spécifique, là, je pense. Complètement, c'est super intéressant. Et on a la même chose chez Renault, avec des véhicules. Bon, bah, te voilà bien équipé. Voilà. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, on balance pas tout et n'importe quoi sur la route. Hein. Les trucs sont vraiment l'état de test où les recherches, elles se font sur circuit fermé. Bah, une fois à Guyancourt, donc c'est là où il y a le Technocentre, si je dis pas de bêtises. Technocentre, ouais, tout à fait. Technocentre, pardon. J'ai vu passer une voiture autonome. Et ils en faisaient rouler quelques-unes, je crois, autour. Mais en fait, tout le centre Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines et même Versailles, ce sont des villes qui ont des autorisations spécifiques. Okay. On le voit d'ailleurs quand on rentre à Versailles, il y a des panneaux comme quand on rentre dans une zone d'expérimentation, ce genre de choses. Alors complètement en dehors de Renault, je sais que même l'année dernière, il y avait avant les JO, il y avait des véhicules sans pilote qui se trimbalaient dans le parc du château de Versailles et autour du bassin des Suisses, je crois. Donc c'était des trucs d'expérimentation, je crois que ça venait de Thales. On croise régulièrement des véhicules de chez Tesla avec des énormes capteurs lidar sur le toit et des gros tuyaux qui sortent et qui rentrent dans le véhicule. Donc c'est vraiment un centre, tout le secteur est un centre un peu d'innovation automobile, donc on croise souvent aussi des voitures qui sont complètement camouflées, des voitures avec des gros stickers, vous approchez pas à moins de X mètres parce que c'est un véhicule autonome et voilà, il y a des tests et tout. Donc non, si vous êtes curieux et si vous aimez ça, c'est un coin où vous verrez en tout cas souvent des choses comme ça quoi. Si vous voulez voir le futur, allez à Versailles. Ouais. Je ne peux pas dire cette phrase un jour. Non, c'est sûr. C'est pas la phrase que je pensais entendre non plus. Ouais. Nous, dans le Technocentre, on a des véhicules, des petites navettes autonomes qui se trimballent avec des caméras, mais elles sont connues. C'est celles qu'on voit aussi à Roland-Garros. Des fois, elles sont utilisées à Roland-Garros. Ouais. Sur la Défense, j'ai vu les bus aussi, les petits bus. Exactement, et sur le parvis de la Défense, ouais. Mais c'est assez rigolo de voir passer. Avancer parce que le parvis de la Défense, c'est la grosse fourmilière. Et j'ai presque de la peine pour ce bus sans pilote qui galère à remonter parce que tout le monde lui coupe la route tout le temps. Mais ça, c'est une question intéressante, du coup, avoir de la peine ou avoir des sentiments envers une intelligence artificielle ou un robot, quoi. Ouais. Ça dépend des personnes. Je suis un peu matérialiste, donc c'est le genre d'émotion un peu bizarre que je peux avoir. Ok, je pense qu'on est arrivé au moment. Est-ce que tu es prêt, Jonathan? Alors, pas du tout. Je vous avoue qu'ils m'ont teasé un jeu sonore un peu comme un blind test. J'ai un peu peur, je vous le dis, de louper un truc énormissime. Ok. Mais vas-y, je suis prêt. Donc, je rappelle les principes du jeu. L'objectif, c'est que tu vas écouter des sons emblématiques d'applications ou des produits numériques. Et donc, tu dois deviner, en fait, d'où ça vient. Quelle est l'application, je veux pas spoiler toutes les autres possibilités, mais on va dire c'est des sons assez connus. Et donc après chaque guess, si tu l'as ou même si tu l'as pas, on te posera une petite question en lien avec cette son.
Ok. Moi qui donc, mets mon téléphone toujours en sourdine tout le temps, ça va être drôle. Et t'es pas le seul. C'est vrai que maintenant, oui. on en parlait justement avec les collègues des sons des applications. Ouais. Et c'est vrai qu'on met de plus en plus tous notre téléphone en sourdine et donc on a perdu un peu ce design du son. Et j'ai même l'impression Complètement. qu'on va supprimer des sons où le pull to refresh par exemple. Mais Je tu sais que taper j'ai ce été son, surpris. faut le mettre. Et je l'ai pas Ouais. trouvé et j'ai l'impression que ça a Mais j'ai disparu. été surpris par la sonnerie de mon téléphone sur un SMS, qu'il est toujours en silencieux. Ouais. Et des fois, je le ressors quand je sais que je vais recevoir un colis. Et tout à l'heure, il y a eu un son. Et je connais pas ce son, ça vient d'où, quoi. Je suis même plus habitué au son de mon propre téléphone. Bon, heureusement, t'as pas mis trop de pièges comme ça. Bah ouais. Allez, bah c'est parti pour le premier son. Ah bah si, nos chers amis de la SNCF, Bravo. Bon, on a pour nous commencé annoncer dessus. encore. Ouais, pour nous annoncer, c'était facile. Pour nous annoncer un petit retard ou quelque chose comme ça. Exactement ça. T'as un voyage de prévu bientôt? Pas du tout. Pas du tout. Si, peut-être dans le sud de la France, mais du coup en voiture. Peut-être électrique, du coup. Ah, bah, évidemment. J'espère Évidemment. te croiser dans ta R5. Évidemment. Allez, on passe au son suivant. Ça rappelle des souvenirs, c'est 24 heures chrono, ça, non? Bravo. Bravo. Ah, j'adore cette série. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien la revoir. Et Je sais effectivement, pas. c'est plus tout jeune, elle a merde aussi. Ouais, avec Jack Bauer. Je sais pas, je Ouais. pense que ça a mal vieilli quand même, mais bon. C'est vraiment la question que je me pose en faisant ce test. Je me suis dit, j'aimerais trop revoir 24 heures chrono. Et je me suis dit, est-ce que ça a vraiment bien vieilli? Ah, ça à voir, ça à voir. Il y a Ça. un auditeur qui a revu 24 heures chrono il y a pas longtemps. Je serais ravi qu'il nous dise si ça a bien vieilli ou pas. Tu regardes des séries en ce moment? T'as une série qui t'a marqué ces derniers temps? La dernière série qui m'a marqué, si, c'est comment il s'appelle The Silo sur Apple TV. Ah oui, j'ai le Ouais. bouquin. Qui, ça fait longtemps que j'avais pas été pris dans une série de science-fiction comme ça. Je la trouve merveilleusement bien faite, que ça soit d'un Ouais. point de vue visuel, que ça soit l'histoire. Et pour le coup, même de manière générale, j'avais jamais été sur tout ce qui était Apple Télé. Donc j'ai découvert Severance, ce genre de choses. Ah bah oui, Et bah oui. j'ai été surpris de la qualité des séries qui étaient présentes là-dessus, quoi. Et ouais, The Silo, c'est vraiment celle qui m'a marqué, où j'ai binge-watché en une semaine, peut-être, un truc comme ça. Il y a une saison pour l'instant? Il y a Il y en a deux. Ouais. Ok. Et c'est une série qui est finie ou il faudra attendre 3 ans? Non, non. non, mais il n'y a pas d'annonce pour la saison 3. Et c'est le genre de truc qui m'énerve. Ouais. Bon. J'ai les coussins de mon mari qui s'est acheté les livres parce qu'il s'est dit c'est hors des questions que j'ai atteint 1 an ou 2 ans pour avoir la prochaine saison. Il avait besoin de savoir comment ça finit. Ouais, on me les a conseillés aussi. Et D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et veut nous faire passer bêta-testeur d'Apple Télé, il n'y a aucun problème. Hein. On verra si le message est arrivé à bon port. Allez, son suivant. Bien entendu, c'est la PlayStation 1, ça. Bravo. C'est la Bien PlayStation 1. J'ai eu un petit doute avec la PlayStation 2, mais non, c'est la PlayStation 1. Rassure-moi, t'as pas écouté le podcast d'avant. Non, pas du tout. Donc, Non, justement, j'ai pas voulu me faire spoiler, mais Ah, non, Tony Hawk Pro Skater, Driver, ce genre de jeu, quoi. Bien joué. Je vois qu'on a eu la même enfance. Exactement la PS1. Ouais, c'est quand on lance la PS1. Et ils l'ont ressorti là pour les 30 ans. Ouais. Les 30 ans de PlayStation. Sur la PS5, maintenant, ils ont remis ce son-là à l'allumage. Et j'espère qu'ils vont pas l'enlever parce que c'est vrai que c'est. Non, mais ils ont fait tout un pack, hein, même. Tu peux avoir la PS5 avec le skin de la PS1, tu peux avoir la manette, ce genre de choses. Ils ont fait tout un pack. Ouais, mais ils sont durs à trouver, durs à acheter, comme d'habitude. Ouais. Ça disparaît. Comme d'hab. Et il y a un jeu qui t'a marqué ces derniers temps? Ces derniers temps, ouais, j'avais commencé Baldur's Gate 3, qui était un type de jeu, c'était un type de jeu auquel je jouais absolument pas, à vrai dire. J'ai beaucoup aimé. Ça faisait aussi partie d'une période où je me suis un peu lancé en JDR avec des amis. Et derrière, je me suis retrouvé du coup à acheter du même studio Destiny 2. Ok. Qui est un peu un Baldur's Gate, un Baldur's Gate-like, et qui est tout aussi fabuleux que Baldur's Gate, quoi. Donc c'est vraiment les jeux qui m'ont marqué, c'est des trucs qui sont, qui sont ultra riches, où tu peux aller n'importe où, démarrer une quête secondaire, c'est vraiment des jeux qui sont très très cool.
Et c'est des jeux en plus qui sont, je trouve, contemplatifs. Je pense que j'ai passé un peu la période des jeux, comme on dit, ultra compétitifs, Ouais. les Call of, ce genre de choses qui sont au final un peu la même chose à chaque fois. Et pour me lancer à un jeu comme ça où tu peux passer une bonne soirée avec une petite tisane ou un truc comme ça, ouais, c'est un peu vieux, mais c'est ça. Précis GDR pour les auditeurs, c'est jeu de rôle. Ouais, tout à fait. Effectivement, Baldur's Gate, si je dis pas de bêtises, je crois que les personnages ont été, j'y ai pas joué, mais ont été hyper travaillés avec des caractères hyper définis. Tout à fait. Ils ont des vraies histoires. C'est chaque personnage, tu t'y fais vraiment, tu t'y accroches. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu vas être vachement laissé à ton libre choix. T'as une part de hasard puisque t'as des jeux à lancer avant chaque décision. Et ce que j'ai adoré, c'est que moi je suis un peu un nerveux, c'est-à-dire que quand je trouve pas une solution, je me retrouve vite sur internet, sur des forums, à essayer de savoir comment les autres ont fait. Et ben c'est des jeux, il y a tellement de possibilités que tu n'arrives pas forcément à trouver ta réponse parce que un autre joueur ou même des collègues qui avaient joué aussi au jeu ont une histoire complètement différente de la mienne, des personnages dans leur équipe complètement différents des miens. Et du coup, tu leur dis mais où est-ce que tu as trouvé cet item-là? Et en fait, l'histoire que tu as développée fait que l'item n'existe tout simplement pas dans ton monde. Ok. Et donc du coup, ne serait-ce que pour ça, c'est ultra intéressant quoi. Les développeurs ont dû s'amuser. Ouais. Ouais, mais ils sont connus chez Rivian pour faire des trucs. C'est pas Rivian, si, je sais plus. Ils sont connus chez eux pour faire des trucs quand même assez fous. Ouais, ok. C'était un Kickstarter, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Ouais, je crois que c'était je crois que c'est un studio indépendant. Je crois que ça avait été, ouais, en tout cas, il y avait un crowdfunding ou un Kickstarter, quelque chose comme ça pour faire Baldur's Gate 3. À vérifier. Pas facile à dire. Pas facile à dire. Allez, son suivant. Est-ce que ça serait pas le petit bonhomme qui jette sa pioche dans l'écran au cinéma? Bravo. C'est ça? Bien. Ouais, Eh tu te bien. rappelles de ton nom? Alors pas du tout. Pas du tout. Je me souviens qu'il surfait sur une bobine de film, il passait les portes d'une salle de cinéma, il débarquait et jetait une pioche dans l'écran quoi. C'est lui-même. C'est ce C'est fameux lui. Jean Mineur. Exactement. Jean Mineur? Ouais, c'est ça son nom, Jean Mineur. D'accord. Ok. Et, Ah ça va, je m'en sors plutôt bien, ouais, je suis content. on va voir si tu vas faire le sans faute. Ça serait une première. On n'a pas prévu de cadeau encore pour les sans faute, on devrait prévoir quelque chose comme ça. Du merch Figma. On va en parler. Si on va en parler à la que les prod. gens l'entendent. Il y a un film qui t'a marqué ces derniers temps? Je regarde de moins en moins de films. Envie Pour de le voir. coup, ouais, je regarde plus de séries. Non, là dernièrement, j'en ai pas qui me vient en tête en tous les cas dernièrement d'un film qui m'a marqué, pour le coup. Ok. Très bien. Et puis la dernière question, est-ce que tu veux partager une recommandation, que ce soit un livre, un film, une personne, peu importe. Ouais, il y a un film qui me tient à cœur, qui fait partie de, je pense, mon top 3 all time. C'est le film Her, que vous connaissez très certainement. C'est grâce à lui en fait que j'ai fait le switch. Tout à l'heure on parlait des origines de comment je suis au design, et c'est grâce à lui en fait que j'ai fait le switch entre le design print et le design d'interface, puisque justement cet écran quand il charge pour la première fois sur son ordinateur, cet écran rose avec un rectangle blanc et une petite vague au centre qui tournait rose, il m'a marqué, et je crois que ce soir-là j'ai pris Illustrator, j'ai essayé de le refaire, et je me suis dit ah c'est cool le design digital et tout, et c'est un film qui est absolument merveilleux, et je pense que le revoir aujourd'hui, ça serait très intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses dedans qui sont réelles aujourd'hui, mais c'est un film voilà qui m'a marqué et que je conseille encore. Et après, sinon, en termes de personnes à suivre, suivez la newsletter, du coup. Trop bien. Suivez la newsletter et peut-être que vous aussi vous gagnerez du merch Figma. Non, je fais la blague parce qu'on m'a Clément, du coup, qui n'est pas là, qui fait partie aussi de DJ, m'avait fait miroiter de gagner du merch Figma. Si je m'inscrivais, du coup, à la newsletter. Je l'ai pas gagné, j'ai pas eu cette chance-là. Je l'ai pas gagné, mais par contre, ils se sont rattrapés lors de mon pot de départ. Ils m'ont offert du merch Figma. Bon, on va voir ce qui te manque alors. Tu as parlé du film R, je reviens juste dessus. Est-ce que tu peux expliquer en une phrase de quoi ça parle aux auditeurs? Ouais, alors en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui connaît une déception amoureuse qui est un peu au bout du rouleau d'un point de vue sentimental, et il y a une entreprise qui sort une sorte d'assistant personnel en fait amoureux,
où fur et à mesure du film, en fait, la personne le prend un peu de manière dubitative et commence à nouer une véritable liaison avec cette personne. Et du coup, c'est assez intéressant de voir aussi, d'un point de vue cognitif, ce qui se passe, d'un point de vue même expérience, et comment tout ça, ça tourne d'un point de vue psychologique. C'est super intéressant. Et puis c'est un film qui a été fait, je sais pas, il doit avoir 8-9 ans peut-être maintenant presque. Et voir comment ouais, peut-être même un peu plus, et voir comment la technologie du futur était perçue avant, voir son application aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant. Ouais, je pense qu'on n'est pas très loin. Et l'écran qui t'a Ouais. marqué, c'est quoi donc? C'est l'écran d'installation de l'assistant sur le device personnel de l'acteur principal, dont je me souviens plus du nom parce que je suis nul avec les prénoms. Et Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, voilà, qui est extrêmement bon dans le Joker d'ailleurs. Ouais, clairement. Et Ouais. donc voilà, t'as refait cet écran donc sur Ouais, sur Illustrator le soir même, donc énorme. ouais, j'avais fait un screenshot du coup du film et tout, puis je m'étais mis sur le côté, et je l'avais refait, et je me suis dit, c'est vachement cool et tout. Puis au début, je pensais être précurseur. Je pensais on était 3 dans le monde à faire des écrans Ah ouais, c'est ça. de sites web, quoi. Et puis en fait, non, c'est là où j'ai découvert tout le monde du digital, quoi. 2013 pour la sortie. 2013, Donc, d'accord. non. Ah ouais, Ah ouais. ça commence à faire long, ouais. Ouais, ça commence à dater. Bon, bah merci Jonathan, c'était Merci, vraiment Jonathan. très cool, Merci à vous. trop intéressant. Vraiment, tu fais plein de choses, donc vraiment hyper différentes, donc c'est hyper enrichissant. On est très content d'avoir passé cette petite heure avec toi. Et puis, Bah, de même. n'hésite pas à revenir quand tu veux à notre petit podcast. Et merci encore une fois. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi. Merci. Ciao. Ciao.